mais quand même, dessiné quand même par Pininfarina, hein, comme c'est marqué. Il y a même un scorpion. Alors à Barthes, parce qu'il y a une préparation sans doute à Barthes, peut-être ou pas? Non. Ou c'est juste un... C'est une fantaisie d'un précédent propriétaire. D'accord. Alors il faut savoir, avant qu'on présente cette voiture, qu'elle a servi de base, cette voiture, à la version groupe B. Vous vous rappelez les groupes B, les 037 pour en rallye? Il y avait les Audi Quattro, il y avait l'ancien 037. Alors c'était 037, c'était le type mine. Mais à la base, hein, c'était beaucoup modifié. C'est cette Monte Carlo qui a servi de base pour créer la 037. La seule voiture qui arrivait à battre les Audi Quattro avec 2 roues motrices. À l'époque, c'était très légère comme voiture et une voiture exceptionnelle. Mais là, on a la vraie version, la Monte Carlo, dans une version découvrable d'ailleurs, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. C'est une voiture aujourd'hui qui a complètement disparu de la circulation. Elle est quelle année celle-ci? Elle est de 81, c'est le deuxième modèle, elle a des glaces sur les côtés. Ah, la phase 2. Les premiers modèles ne l'avaient pas. Les phases 1, ici, avaient bien sûr cette carrosserie, la même carrosserie, mais par contre les vitres, il n'y en avait pas. C'était ouvert. Et après, ils ont mis des vitres. Pourquoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, je me rappelle que des Mazier Tibora, comme ça, avaient aussi des... Après, ils ont mis des vitres aussi, comme ça. Donc le style de la voiture est assez sympa. On a un porte-à-faux à l'avant qui est plus long qu'à l'arrière. À l'arrière, on a un arrière plutôt tronqué, assez court. Et un pavillon, regardez la forme du pavillon, tout en arrondi. Regardez. Hop, jusqu'à l'arrière. J'adore la forme du pavillon. Vraiment un beau coup de crayon pour cette voiture. Vraiment très belle. L'avant est assez original. Parce que bien sûr, on avait déjà à l'époque hein, les gros pare-chocs plastiques comme à l'arrière. Mais on a aussi, regardez, une partie de protection au-dessus des phares qui retombe sur les côtés. Donc on a un ensemble noir mat qui fait le tour de la calandre et des phares. Et on reconnaît très bien la fameuse calandre Lancia qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres modèles. Hein. Parce que regardez, la vraie calandre, elle est là. Hein. C'est ça. Là, c'est juste un enjoliveur. Mais typique de Lancia. D'ailleurs, il y avait une Lancia Delta tout à l'heure. Elle a la même forme de calandre. Donc une très belle voiture, un coupé. Donc, vous avez deviné, c'est un moteur. C'est un moteur central arrière. Il n'y a pas de moteur là. Non. Central arrière. C'est pour ça qu'on a 2 places. Alors, vous me direz, oui, il y a des moteurs centrales arrière avec 4 places. C'est vrai, on en a fabriqué. En général, c'était des places répliquées. Donc c'est pour ça que voilà. Le moteur, bien sûr, il est là, à l'arrière, il est transversal, je crois. D'ailleurs, on va le regarder. Sur ces versions-là, les transversales, sur les compétitions, ils sont longitudinaux. C'est vrai, exactement. Le châssis est beaucoup plus long d'ailleurs, hein, sur les 037. Mais sur cette version, il est. C'est une antenne, c'est ça? Ça, c'est l'antenne. C'est l'antenne originale. Ah ouais, comment hein? Attendez, ah ouais. Pourquoi il s'ouvre comme ça? Réfléchissez un petit peu, pourquoi il s'ouvre comme ça. S'il s'ouvrait, normalement, il y a un problème ici. Regardez, il y a un problème. Regardez, le compartiment va très loin à la base de la vie. Donc, faire un capot moteur normal, ça poserait des problèmes. Donc, ils vont faire la ouverture latérale. J'aime bien les capots originaux, j'avais une Saab, ah ouais, c'est vrai. On se rappelle hein, des Lancia Zagato, les premiers modèles avec des capots avant qui s'ouvraient comme ça. En fait, c'est ce que je cherchais. Alors c'est étonnant parce qu'on a la roue de secours qui est placée juste au-dessus du moteur. Enfin, de côté, mais sur le moteur quand même. Voilà. Et là, on a affaire à un moteur de quelle cylindrée? C'est un 2 litres de Fiat, double Arvac à banquette. Voilà, double Arvac à banquette, dessiné par Lampretti, l'ingénieur Fiat de l'époque. Voilà, qui a dessiné des très beaux moteurs. Et avec une distribution par courroie. À l'époque, c'était pas encore très courant. Ça a commencé dans les années 80. Fin des années 60, début 60, ouais, fin des années... Non, ça a commencé à la fin des années 70. Je me trompe dans mes commentaires. Donc les courroies
de distribution. Donc le moteur, regardez, l'axe de la voiture il est là, et le moteur il est décalé. Pourquoi? On a la boîte en bout. Donc il faut équilibrer, le moteur il est dans sa position. En fait, c'est le moteur de l'ancien Beta qu'ils ont décalé à l'arrière. Exactement. La série des Beta, qu'elle soit break, berline, c'est le moteur, le même moteur. Elle fait partie de la série des Beta en fait. Les premières, dans un premier temps, c'est la Beta Monte Carlo, et celle-là, c'est les deuxième série. Ils ont supprimé Beta. Pininfarina qui fabriquait les voitures. Et donc, plus le nom Beta. Alors pourquoi Monte Carlo? Il faut savoir qu'à l'époque, Lancia, en rallye, il gagnait tout. Et le rallye de Monte Carlo, ils l'ont gagné plusieurs fois. Et donc ça, c'est un petit rappel pour les grands exploits de Lancia en rallye. Et il y en a eu beaucoup, avec notamment la Stratos, la Fulvia, Sandro Munari. Donc c'était quelqu'un, Lancia, qui participait à l'époque à beaucoup de rallyes. Il faut savoir que maintenant Lancia, c'est une marque interne. Elle n'exporte plus dans les pays étrangers. Et voilà, ça fait partie du groupe Fiat aujourd'hui. Ouais, on va pas en parler. L'intérieur, donc on est sur un petit coupé. Quelque part, elle remplace un peu la Fiat X1.9. À l'époque, il y avait la Fiat X1.9 et avec cette voiture, c'était le prolongement de la Fiat X1.9. La Fiat X1.9 qui était déjà un petit coupé de place avec un moteur central et qui ne s'appelait pas Lancia. La marque Lancia qui est rachetée par Fiat au milieu des années 70. On a un intérieur tissu qui a bien traversé les années, ma foi, et on a un toit. Alors ça c'est une option, elle n'avait pas toute, un toit ouvrant en toile, avec un très beau volant et un tableau de bord assez basique, assez cubique, comme tout ce qu'on faisait dans les années 80. Là, vraiment le style années 80, mais assez bien fini quand même, je trouve. Donc à l'arrière, derrière les sièges, on ne peut rien mettre du tout, comme vous pouvez le voir. On a la petite ouverture là pour le coffre arrière, c'est ça? Ici, la tirette. Le coffre, c'est à l'avant. Le coffre est à l'avant. Alors à l'avant, on a quoi? On a la batterie. On a une tirette qui ferme la clé d'ailleurs. Ah oui, je me disais où on met les bagages. Il est assez profond. Vous pouvez m'attendre à avoir un coffre. C'est assez pratique. Assez pratique quand même. Assez pratique. Là-bas, il y a le compartiment batterie. Alors j'avais deviné un compartiment de la batterie, est là, ici à l'avant. Et là on voit bien sûr ici les coupelles d'amortisseurs qui arrivent là. Et bien sûr réservoir de liquide de frein. Et là-bas liquide embrayage peut-être? Non. Et bien sûr le système d'essuie-glace avec le moteur d'essuie-glace qui est protégé contre l'humidité ici. Regardez le pare-brise comme il est incliné, déjà à l'époque collé, c'était pas commun déjà, les premiers pare-brise collés. Les CX ont été parmi les premières voitures à des pare-brise collés, ce qui permettait d'avoir un meilleur CX. Pourquoi? Parce que vous n'aviez plus le bourrelet du joint du pare-brise dans la continuité. Et ça, pour la consommation, le CX, les arguments qui très très belle auto. Les portes sont assez lourdes. Tu sais le poids de la voiture? Ouais, c'est assez original, oui. C'est manuel. Et avec le poids de la voiture, tu connais à peu près? 970 kg. Juste en dessous de la tonne. Voilà. Et la puissance du moteur? 120 chevaux, c'est le moteur classique de la Beta 2 litres. Ouais. Donc on s'amuse déjà avec cette voiture. Elle manque un peu quand même. Il y aurait quelques chevaux en plus et les supporterait largement. Dans les essais d'époque, c'est ce qu'ils disaient. Ils reprochaient à cette voiture qui avait un très bon châssis, qui était très bien étudié au niveau des suspensions, mais qui manquait peut-être. Il manque le moteur de mec. Voilà, un compresseur. Voilà, avec le compresseur, ça a apporté un plus à cette voiture. Mais elle a des très bons trains roulants, c'est un moteur central déjà, donc une très bonne tenue de route, neutre. Franchement, une très belle voiture qui a pratiquement disparu de la circulation publique. On voit très très peu. On a fait beaucoup de manifestations à droite à gauche. J'en vois. Il y a longtemps, je ne l'avais pas vu, franchement.
Les jantes en alliage, coulées, comme vous pouvez le voir, à plusieurs bateaux. Un petit pitentiel. On a 4 freins à disque, bien sûr. C'est souvent le cas sur les moteurs centraux. Vraiment une belle moteur. Vous êtes tous depuis combien de temps? Je parle beaucoup, je sais pas. Depuis combien de temps tu l'as acheté quand? Au mois de mai. Ah, je la connais pas encore, c'est pour pour la ça. petite histoire, c'est une voiture qui est restée pendant de 83 à 2019 dans la famille Ascari. Non. Du pilote de course. Vous connaissez le pilote Ascari? Non, ils ne connaissent pas les jeunes. Si? Vous ne connaissez pas le pilote Ascari? Pilote italien, 2 fois champion du monde. Alors, tiens, en quelle année? 2 fois champion du monde. Alors, donnez-moi les 2 années. Il va y avoir une sortie le dimanche. Ah ben dis donc, hein. Non, personne. C'est une place pour le EAC. Ascari a été 2 fois champion du monde en F1. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse. F1, entre guillemets, 2 fois champion du monde. Alors, c'est l'époque de Fangio, hein. Ah, ça ne nous rajeunit pas, hein. Personne? Non? Personne ne sait? Tant pis? Non? Ascari, il a été champion du monde en 52 et en 53. Et à l'époque, c'était pas de la Formule 1, c'était de la F2, parce qu'il n'y avait pas assez de participants en F1. Donc le championnat du monde de F1 a été couru par des Formule 2 en 51, 52, et Ascari courait pour une marque très célèbre. Alfa Romeo. Non. Ferrari. Les premiers titres Ferrari, c'est avec Ascari. Je n'ai pas dit les premières victoires, hein. Les premiers titres Ferrari, c'était Ascari, c'est l'italien. C'était italien, évidemment. Ascari, Ferrari, bah oui. Ah oui, ah, il a couru aussi pour après. Il s'est tué après en essai. Ah, voilà. Donc, à qui je vais la donner, moi? Je suis pas là, j'y vais d'habitude. Pour poser d'autres questions. Alors, une autre question, qu'est-ce que je vais poser comme question? Alors, vous savez que Ferrari a été plusieurs fois champion du monde de F1, notamment avec Ascari, avec Fangio et d'autres pilotes jusqu'à aujourd'hui. Il y a longtemps que Ferrari n'a pas été champion du monde, mais... Et il y en a un qui a été champion du monde avec Ferrari et qui était déjà champion du monde avant. Niki Lauda. Non, Niki Lauda n'était pas champion du monde avant. Dans une autre catégorie. Pironi n'a jamais été champion du monde. Hein, Alors. Oui, mais... Oui, c'est vieux, il faudrait donner des trucs récents. Alors si vous ne trouvez pas, je vais essayer de donner un truc plus récent. Un pilote qui a été champion du monde dans d'autres catégories avant d'être champion du monde sur Ferrari. Non? Personne ne sait? Andretti. Mario Andretti. Andretti n'a jamais été champion du monde sur Ferrari. Lotus, oui. Schumacher, alors, sur quoi il a été champion du monde avant alors? Dites-moi. Sur Renault. Dans quelle catégorie? Ah, je dis là, je n'entends pas. Aussi, oui. Je ne savais pas qu'il était champion du monde, Schumacher, dans une autre catégorie que la F1. Alors, dans quelle catégorie il a été champion du monde? Hein? Voiture de Renault tourisme. quoi? Renault quoi? Hein? Non, non. Ben là, je vais vous la donner parce que vous ne trouverez pas apparemment. C'est John Surtees. Alors, John Surtees a été champion du monde de F1 en 64. Il avait été champion du monde plusieurs fois en moto avant. C'est le seul champion du monde de F1 qui a été champion du monde dans 2 catégories différentes, moto et auto. Vous ne saviez pas ça? John Surtees, un grand pilote qui a créé sa propre marque après, les Surtees. Tu le savais? Alors qu'est-ce qu'on va poser comme question pour donner cette... Oh là, je ne sais plus quoi poser moi, mais comme question. Tu le savais, il a posé la Question sur la moto, on va s'en sortir. Alors le dernier titre, tiens, le dernier titre de Ferrari, à F1, c'était avec quel pilote? Facile là. Charles Leclerc. Hein? Charles Leclerc. Il n'a jamais été champion du monde. Hein. Et là, je suis pas les F1 ici. Hein. Leclerc, il n'est pas champion du monde sur Ferrari.
Moi, je suis la F1, moi, depuis les années 70, donc je connais bien. Alors, le dernier titre. On va noter que des questions récentes. Ça... Non, il n'a jamais conduit pour... Il n'a jamais conduit pour Ferrari, c'est là. Alors, vous n'êtes pas d'eau en F1. Hein. C'est dans quelle décennie, ça? Quelle année? C'est récent. Récent. C'est les années 2000. Je vous demande le pilote, hein, en plus. Le dernier titre de Ferrari, c'est 2007. Qui c'est qui suit la F1 ici? Levez la main, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des fans de F1. Non. Voilà, pas la peine. C'est moto. Alors, une autre question. Enzo Ferrari est décédé en 1988. Oui? Non? La dernière voiture qui a été produite juste avant sa mort. Une voiture célèbre. Qui c'est qui l'a dit? Ouais, c'est ça. Tu vas ou tu vas pas? C'est bête, hein, une place pour le yacht. Personne ne veut y aller. Je sais pas, mais c'est pas dispo. T'es pas dispo? Ah, qui c'est qui est dispo pour le yacht? Allez, tiens, je te la donne. Bien que t'aies pas répondu, il faudra apprendre tes leçons la prochaine fois. La F40 a été produite juste avant sa mort en 87. Oui, mais c'est après. Là, je dis avant sa mort. Voilà. Bon, on fera travailler ça pour le mois prochain. Hein. Parce que si je donne des trucs à gagner, voilà. Bon, on va finir avec cette voiture. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture qui vient d'acheter au mois de mai. Dernière question, tu l'as acheté sur un coup de cœur, tu cherchais vraiment ce modèle-là ou c'est par hasard? À l'origine, je cherchais une Opel GT. Non. Donc j'ai pas trouvé d'Opel GT qui me convienne. Elles étaient toutes en un état lamentable. Et donc après, je me suis rabattu sur l'ancien Zagato. Ah, tu t'es éloigné quand même là, parce que le rapport avec le GT est loin. L'ancien Zagato, et puis dans le lot, j'ai trouvé cette voiture-là qui était proposée à la vente avec 28 000 km d'origine. C'est-à-dire à la vente aux enchères, non? Non, par un collectionneur. Combien de kilomètres, tu dis? 28 000 km. Elle a 28 000 km cette voiture. Wow. J'y croyais peu, mais je suis allé la voir comme en Eure-et-Loire. Ouais. Et là, j'ai vu que, effectivement... Tu prends bien en main, peut-être? Non, parce qu'elle avait été vendue en 81 à 83 à un premier propriétaire. Et après, c'est la famille Ascari qui l'a eu de 83 à 2019, jusqu'à ce qu'un collectionneur de Matrin l'ait racheté. Parce que la famille Ascari, je suppose qu'elle est en Italie? Elle n'est pas en France? Non, c'était des descendants de la famille Ascari qui étaient garagistes dans l'est de la France. D'accord, bah, je vais faire des recherches. J'ai les cartes grises, j'ai tout ici. Je vais faire des recherches là-dessus parce que ça m'interpelle. Ah, incroyable, la famille Ascari. Enfin, moi, qui m'intéresse à la F1 et à tout l'historique de la F1, c'est assez incroyable. Elle a changé de génération une fois dans la famille Ascari. Le prénom a changé. Ouais. Les cartes grises. D'accord. Et donc après, elle a été chez un collectionneur, mais qui avait essentiellement des Matras. Voilà, Ascari qui était le redoutable adversaire entre autres de Fangio à l'époque, avant qu'il se tue en essai privé. Voilà, on te remercie d'avoir présenté un peu à l'arrache l'an dernier, je suis désolé.